soir, les policiers, la brigade antiterroriste, les douaniers français et les douaniers suisses, ils sont tous en alerte ce soir dans la région d'Annecy pour mettre fin à la cavale de 2 des assassins présumés de Chapeau Bakhtiar. D'après plusieurs témoignages, ils auraient été vus pour la dernière fois hier soir en Haute-Savoie, témoignage confirmé par la police. La traque se poursuit donc de plus en plus précise et les 2 hommes sont apparemment aux abois. Le point sur l'enquête, Béatrice Nivois. Selon certains témoignages, les 2 fuyards ont été vus dimanche dans un train les conduisant de Valence en Haute-Savoie. Lundi, un portefeuille appartenant à l'un des 2 Iraniens est retrouvé dans une cabine téléphonique d'Annecy. Un indice de taille pour les enquêteurs. Il contient de l'argent turc, français, des dollars, ainsi qu'un indicateur d'horaire de chemin de fer. C'est pourquoi hier soir, des contrôles policiers ont été effectués dans une trentaine d'hôtels de l'agglomération d'Annecy. Des recherches qui sont restées vaines. Ils nous ont montré des photos, les photos des personnes recherchées et ont écouté ce que nous avions à leur dire en nous faisant totalement confiance. Aujourd'hui, les enquêteurs, via la cabine téléphonique, espèrent retrouver la trace d'un contact que les 2 Iraniens auraient pu joindre. Ces cabines relient à des centraux gardent en mémoire les conversations téléphoniques pendant 6 mois. Ce soir, la traque des 2 meurtriers présumés de Chapour Bakhtiar est donc centralisée en Haute-Savoie. La seule explication de leur retour dans cette région, un interlocuteur sûr qui les ferait rejoindre une base de l'autre côté de la frontière. Mais les taux se resserrent, la police de l'air et des frontières a renforcé ses contrôles sur cette zone franco-suisse. Et depuis jeudi, le jour où l'assassinat de Chapeau Bakhtiar a été découvert, l'enquête des policiers se polarise apparemment sur ces 2 Iraniens. Reste une question, où est passé le 3e homme, celui qui faisait partie des proches de l'ancien Premier ministre iranien? C'est grâce à lui que l'attentat a pu avoir lieu. Caroline Sins a pu obtenir des éléments de réponse. Voici son enquête. Sans cet homme, Fardouk Boyar Ahmadi, le crime n'était pas possible. Arrivé en France en 83, il obtient le statut de réfugié politique. Il appartient au mouvement de résistance nationale fondé par Chapour Bakhtiar. C'était un simple membre de base du mouvement, mais étant donné son appartenance aux tribus Boyar Ahmadi du sud de l'Iran, étant donné que M. Bakhtiar était issu des tribus Bakhtiari, un de ses grands chefs, il lui faisait confiance. Le fils de M. Bakhtiar, inspecteur des renseignements généraux, autorise donc Boyar Ahmadi et ses 2 complices iraniens à rendre visite à son père, mardi 6 août. À Suresnes, les 3 hommes sont fouillés par les CRS à qui ils laissent leurs papiers iraniens. Ahmadi les récupère à la sortie. C'est seulement après que Boyar Ahmadi va donner les passeports turcs à Azadi Mohammad et Vakilirad qui n'ont pu prendre le risque de les porter sur eux à leur arrivée en France. Une logistique iranienne existe donc. Des passeports avec lesquels les 2 Iraniens tentent de passer la frontière suisse le lendemain mercredi. Mais la douane suisse les refoule. Leurs visas sont faux. Un refus qui brise le plan de fuite élaboré pour les suspects qui auraient dû quitter la France ce jour-là, veille de la découverte du meurtre. La logistique iranienne avait-elle prévu une autre possibilité? Car à partir de ce moment-là, l'itinéraire des 2 hommes semble chaotique. Pourquoi ont-ils passé 4 jours à Valence et ce, à l'hôtel? Avait-il un contact sur place? La filière iranienne ne fonctionne peut-être plus. Sa pièce maîtresse, Boyar Ahmadi, ayant disparu. Selon le ministère de l'Intérieur, celui-ci aurait quitté la France avant la découverte du crime. Cette hypothèse pourrait expliquer la cavale de ses 2 complices. Et c'est cet après-midi au cimetière Montparnasse à Paris que Chapour Bakhtiar a été inhumé. Aux côtés de la famille, beaucoup d'opposants iraniens qui sont venus saluer une dernière fois l'un de leurs leaders. Michel Delbas représentait le gouvernement lors de cette cérémonie sous haute surveillance policière. Pérez de Cuéllar reste très prudent sur le règlement du dossier des otages. Il a affirmé il y a quelques minutes qu'il serait naïf d'espérer un règlement rapide de cette question. Le secrétaire général de l'ONU qui rencontrait aujourd'hui une délégation israélienne à Genève, des Israéliens qui se sont pourtant dit satisfaits des entretiens. Christine Lehéran. Je voudrais dire qu'il serait naïf d'espérer quelque chose dans les prochains jours, mais j'ai toujours espoir. Pas de solution miracle pour le secrétaire général de l'ONU à l'issue de son entretien. Il connaissait déjà la position des groupes qui détiennent les otages. Israël a donné la sienne, un possible marchandage. Uri Loubrani, coordinateur d'Israël au Liban, s'est dit lui satisfait de la rencontre. Il a réitéré la condition sine qua non émise par l'État hébreu pour entamer les tractations, obtenir des informations précises sur ces 7 soldats faits prisonniers au Liban.
Liban. 3 seraient toujours en vie, mais 3 autres seraient morts. Aucune indication sur le 7e. Premier échange envisagé, la liberté immédiate pour 50 chiites libanais détenus comme ici, au Liban Sud, contre une cassette vidéo prouvant qu'un des soldats hébreux est encore en vie. Dans une seconde phase, Israël ouvrirait les portes de ses prisons, libérant ainsi quelques 300 détenus libanais. Quant à la libération du Cheikh Obeid, un des dirigeants du Hezbollah, elle n'interviendrait que dans cette seconde étape. Cheikh Obeid, véritable carte maîtresse, Israël choisit de la garder contre la libération ferme des soldats hébreux et celle des Occidentaux toujours détenus au Liban. Et si le dossier des otages n'a jamais autant avancé en si peu de temps, il reste pourtant des blocages notamment sur un éventuel échange entre guillemets entre les otages occidentaux et les prisonniers arabes détenus en Europe. Pérez de Cuellar a été très ferme à ce propos aujourd'hui. On pense bien sûr aux otages allemands. Jean-Paul Gerroir. Abbas Hamadeh, condamné à 13 ans de prison pour prise d'otage. Mohamed Hamadeh, son frère, condamné à perpétuité pour le détournement d'un avion sur Beyrouth et l'assassinat d'un de ses passagers. Tous deux purgent leur peine en Allemagne. Ces deux terroristes pourraient empêcher la libération des 2 otages allemands Heinrich Strobig et Thomas Kempner. C'est du moins ce qu'a voulu laisser croire l'ambassadeur iranien en Allemagne en demandant aux autorités allemandes de faire preuve de souplesse en matière d'amnistie. Une libération que réclament les intégristes du Hezbollah et particulièrement la famille Hamadeh qui détiendrait les otages allemands. Cette famille craint ou sait que la liberté de Mohamed et Abbas ne fait pas partie des accords passés entre les preneurs d'otages et les pays occidentaux. Pérez de Cuellar l'a dit aujourd'hui à Genève, pas d'amalgame entre otages et prisonniers arabes détenus au Moyen-Orient d'un côté et terroristes emprisonnés un peu partout en Europe de l'autre. La Grande-Bretagne a réaffirmé ce distinguo avec force hier. En revanche, la position de l'Allemagne semble évoluer. Cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher a indiqué que le cas des frères Hamadeh n'est pas à l'étude pour l'instant. Il a tout de même dépêché 2 diplomates auprès de Pérez de Cuellar pour évoquer leur sort. Une explication possible à ces grandes manœuvres, la négociation pour la libération de tous les otages occidentaux n'inclurait effectivement pas les terroristes emprisonnés en Europe. Seulement, le Hezbollah et l'Iran mèneraient jusqu'au bout une négociation parallèle, la libération de terroristes en échange d'une embellie des relations économiques entre l'Iran et certains pays d'Europe. Michel Aoun, peut-être bientôt en France. Le général chrétien, reclus depuis 10 mois dans l'ambassade de France à Beyrouth, pourrait être autorisé à quitter son pays. Pour justifier légalement cet exil, le gouvernement libanais est réuni en ce moment même et réfléchit sur un projet d'amnistie. Les anciens adversaires du général Aoun sont donc prêts à faire cette concession pour avancer dans la normalisation des relations franco-libanaises et plus globalement internationales. Tout de suite, la correspondance d'Alain Ménargue à Beyrouth. L'ancien Premier ministre est accusé par le gouvernement d'usurpation de pouvoir, de rébellion et de détournement de fonds publics. Mais jusqu'à présent, aucun procureur général n'a voulu instruire ce dossier. En fait, d'usurpation de pouvoir, Michel Aoun a été très constitutionnellement désigné comme Premier ministre en septembre 88 par le président sortant Amin Gemayel. Et à ce titre, il assurait d'ailleurs la charge présidentielle devenue vacante. Dès lors, difficile de l'inculper de rébellion puisqu'il représentait la légalité. Restent les détournements de fonds publics. Mais très vite, il était apparu que cet argent provenait de dons de supporters et de partisans et que pendant 1 an et demi, le général Aoun avait assuré les salaires d'une partie des fonctionnaires et notamment de l'armée. Devant l'impasse juridique dans laquelle se trouve le dossier Aoun, le gouvernement libanais a imaginé une amnistie le concernant sous forme de grâce présidentielle qui lui retirera sans doute ses droits civiques pour lui fermer tout avenir politique. Mais le problème est que Michel Aoun n'a pas été condamné, donc en droit n'est pas admissible. C'est comme si l'on divorçait quelqu'un qui n'est pas marié, a commenté un juge. Beyrouth, Alain Ménargue, franceinfo.fr3. La Yougoslavie maintenant avec le dialogue d'un côté et la violence de l'autre. Le dialogue avec une réunion de la présidence collégiale, elle est fixée au 20 août prochain. La violence avec de nouveaux affrontements en Croatie hier. 4 personnes ont été tuées, 10 autres blessées. Selon des sources croates, le cessez-le-feu aurait été déjà violé 56 fois. Morad Aitabouche. Tous aux abris, hommes, femmes et enfants, une habitude à Vukovar, au nord-est de la Croatie. Toute la nuit encore, les champs des Grillons ont été perturbés par des fusillades, des tirs d'obus et de mortiers. Au lever du jour, les dégâts sont considérables. Le face-à-face, toujours le même, oppose les miliciens serbes aux policiers croates. Haine ancestrale. D'autres villages autour de la région d'Osijek ont été le théâtre d'affrontements très violents.
Ici, à Dorovo-Solo, 17 personnes ont été blessées. Mais le bilan de la nuit dénombre 4 morts, 4 policiers croates et des dizaines de blessés. L'hôpital de Zijek est surchargé, les médecins débordés. Imposé il y a une semaine, le cessez-le-feu a déjà été violé 57 fois. La situation reste extrêmement tendue. Les miliciens serbes, ici en patrouille, sont constamment sur le qui-vive. Cet après-midi, le ministre croate de la Défense, lors d'une conférence de presse, a affirmé que l'armée yougoslave préparait une attaque de grande envergure contre la Croatie. Précisément, 200 véhicules de l'armée fédérale font route en ce moment sur Zagreb. Leurs objectifs n'ont pas été clairement annoncés. Seul espoir aujourd'hui, l'annonce d'une nouvelle réunion de la présidence collégiale, réunion prévue les 20 et 21 août prochains, une énième réunion sur l'avenir du pays. En Italie, les irréductibles ont gagné. Les Albanais qui refusaient de quitter le stade de Bari ont été transférés à Gênes et à Milan. Ils devraient obtenir un statut de réfugiés politiques, une décision qui pourrait provoquer un nouvel exode. Claire Sébastien. Victoire au cœur de la nuit pour les réfugiés du quai 30 à Bari. Pour ces centaines d'irréductibles qui avaient refusé à toute force le voyage de retour, ignorant même les cadeaux offerts ces derniers jours par les autorités italiennes, la résistance aura été payante. Une décision de transfert vers le nord de l'Italie a été prise par le gouvernement, motivée semble-t-il par les risques d'épidémie que faisaient courir les conditions sanitaires déplorables. Toute la nuit, les bus ont embarqué près de 300 réfugiés, destination Gênes et Milan. Pas de prime de retour pour cela, mais des vêtements, des chaussures neuves et quelques vivres. Et surtout, l'espoir de pouvoir rester au-delà du permis de séjour de 3 mois qui va leur être délivré. C'est-à-dire l'espoir d'une véritable intégration, l'Italie n'autorisant l'immigration qu'avec un contrat de travail. L'opération s'est étendue ce matin aux réfugiés toujours retranchés dans le stade. L'évacuation se fait par petits groupes, la quasi-totalité des Albanais ont accepté de quitter Bari. Reste une poignée de durs qui croyaient encore à une ruse des Italiens et voulaient voir les journaux du matin leur confirmer la nouvelle. Une nouvelle qui risque de ressusciter aussi l'espoir pour de nouveaux candidats à l'exode. Deuxième journée de la visite de Jean-Paul II en Pologne. Le souverain pontife était aujourd'hui à Częstochowa devant près d'1 million de jeunes venus du monde entier. Le pape a prié devant la Vierge Noire. Quelques heures auparavant, Jean-Paul II avait effectué un pèlerinage dans sa ville natale où il a tenu à rappeler la souffrance des Juifs de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour en France maintenant avec une prise d'otage à la prison de Fresnes. Les hommes du raid ont maîtrisé les 2 détenus qui retenaient depuis ce matin 3 personnes. Ils étaient armés d'un couteau de cuisine et d'une grenade factice et ils faisaient partie des prisonniers particulièrement surveillés. Reportage Pascal Sau, Fernando Malverde. Un grand ouf de soulagement. Il est 16h05, l'intervention des policiers d'élite à main nue n'a pas duré plus d'une minute. Je dis tout de suite que l'intervention du raid a permis la libération des 3 otages. Il n'y a aucun blessé, sauf un membre du raid qui a sans doute un doigt cassé. Depuis ce matin 11h30, la prison de Fresnes vit pourtant sous haute tension. Les 2 hommes, des détenus particulièrement surveillés, ont profité d'une visite à la sous-directrice pour passer à l'action. Abdelhamid Dakar a été condamné à perpétuité pour le meurtre d'un policier par la cour d'assises d'Auxerre. Même peine pour Alain Texera, qui a tué le brigadier Joseph Léon à la Défense en 1986. Ils veulent être libres en échange de la vie des 3 otages. La sous-directrice, une femme médecin et un surveillant. Les négociations s'engagent en présence d'un avocat réclamé par Akkar. Cette prise d'otage est due à ce que Akkar considère qu'il est jugé injustement, qu'il a été condamné à perpétuité alors qu'il n'aurait pas dû l'être, qu'il proteste de son innocence et qu'il trouve que ceci est le seul moyen de faire valoir son innocence. Les 2 détenus se sont retranchés à l'entrée de la prison. Pendant que Texera garde les otages, sous la menace d'un couteau et d'une fausse grenade, Akkar négocie à travers une grille de la prison. Les négociations tendues, les otages sont plusieurs fois brutalisés. C'est alors qu'est décidée l'intervention du raid. Qu'est-ce qui vous a fait pencher pour cette solution? Qu'on ne voyait pas comment faire sortir les otages sains et saufs de l'endroit où ils étaient gardés. Ils étaient directement menacés de mort? Tout à fait. Le couteau sur la gorge est une expression qui là est littérale. Pour la 2e prise d'otage en 6 mois à Fresnes, une 2e issue heureuse. Les otages sont ce soir sous observation médicale. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Mohamed Berkane est toujours en prison. Ce soir, c'est finalement après-demain que la cour d'appel décidera ou non de le libérer. Incarcéré à Nîmes pour avoir blessé un gendarme lors des manifestations de Harki, son emprisonnement avait provoqué les affrontements de la cité des Oliviers de Narbonne. Hervé Dino.
Les magistrats veulent se donner du temps pour statuer sur l'épineux dossier Berkane. Ce jeune homme de 37 ans est en effet devenu un symbole pour la communauté harkie qui fait de sa libération un préalable à toute reprise du dialogue avec les pouvoirs publics. Le 27 juillet, le juge d'instruction avait rejeté sa demande de mise en liberté, estimant que la gravité des faits qui lui étaient reprochés ne pouvait justifier une telle mesure. Participant à une opération de barrage de la route nationale menant à Saint-Laurent-des-Arbres, Mohamed Berkane avait le 8 juillet dernier blessé d'une balle dans le dos un gendarme mobile. Aujourd'hui, les avocats estiment que sa mise en liberté constituerait en fait un gage de bonne volonté. La libération de M. Berkane devrait intervenir dans un souci d'apaisement social. Les magistrats prendront une décision de libération car la notion de trouble à l'ordre public se trouve renversée. C'est la détention actuellement de M. Berkane qui est de nature à provoquer donc ce trouble à l'ordre public. Il y a 15 jours, le pouvoir politique avait rejeté cette argumentation. Philippe Marchand, Jean-Louis Bianco et Laurent Catala affirmaient de concert que le gouvernement condamnait toute forme de recours à la violence. Un message mal perçu à l'époque par les jeunes harkis qui avaient, comme ici à Nîmes, multiplié les coups d'éclat pour attirer l'attention de l'opinion publique sur le cas Berkane. Coincée entre la raison d'État et la pression de la communauté harkie, la justice devait trancher aujourd'hui. Elle s'est en fait accordé un délai de réflexion supplémentaire de 48 heures. À Marseille, certains l'appellent déjà l'anti-tapis. Depuis hier, René Brizard est le nouveau patron de Sud-Marine. Ce chef d'entreprise discret dirige déjà 80 entreprises, avec succès apparemment. Son portrait, Agnès Molinier. René Brizard n'aime pas la publicité. Sous les feux de l'actualité depuis 2 semaines, il a attendu ce matin pour s'exprimer en public. Sur FR3, il a annoncé sa différence. Il n'est pas un nouveau tapis. Bernard Tapie gère ses affaires comme il l'entend, moi je gère les miennes comme je l'entends et je déteste les comparaisons. René Brizard s'abrite ici, au siège de son groupe à Dampierre-sur-Salon, son village natal en Haute-Saône. Père de 9 enfants, catholique pratiquant, il est à la tête de 3800 salariés, tous secteurs confondus. Travailleur acharné, il a transformé la serrurerie héritée de son grand-père en véritable empire industriel. Il contrôle aujourd'hui 81 sociétés, du textile à la réparation navale. Aucun secteur ne lui fait peur, mais son domaine, c'est la machine-outil. Depuis 1984, il s'y est imposé en absorbant la plupart des sociétés, comme ici l'entreprise Guillet à Auxerre. René Brizard n'a pas peur des conflits. Peu communicatif, il dirige ses sociétés d'une main de fer, relayée par son fils Jean-Claude. Certaines reprises ne se sont pas passées sans heurts. Qu'en sera-t-il pour Sud-Marine? Homme providentiel pour l'instant à Marseille, René Brizard est confronté à des salariés fortement syndiqués. Ils attendent de lui qu'il tienne ses promesses. René Brizard sauve en effet Sud-Marine de la liquidation judiciaire, mais l'entreprise est toujours malade. C'est pourquoi dans son plan de reprise, il prévoit une centaine de licenciements et peut-être de nouvelles orientations pour la société. Les détails du plan social et industriel avec Philippe Visserias. Sud-Marine revient de loin. Condamnée à la liquidation judiciaire il y a 15 jours, l'entreprise marseillaise est rassurée aujourd'hui sur son proche avenir. Le plan qui vient d'être accepté était le plus complet des 19 offres de reprise. Seul René Brizard garantissait la poursuite des 2 activités de Sud-Marine, la réparation navale et la construction de plateformes pétrolières. Pour le personnel, le plan Brizard est un moindre mal. 75% des salariés de Sud-Marine reprendront lundi le chemin de l'entreprise. Pour les autres, le plan social prévoit des départs en pré-retraite et 116 licenciements secs. 116 personnes qui ont commencé dès aujourd'hui à recevoir leur lettre de licenciement. Pourtant, René Brizard garantit qu'il fera le maximum pour les reclasser dans l'une de ses sociétés. Nous avons des possibilités dans le domaine de la charpente métallique et dans la machine-outil. Nous allons étudier le meilleur moyen de reclassement pour toutes ces personnes. Pour l'instant, avec la réalisation des commandes en cours, les salariés du nouveau Sud-Marine auront du travail pour 6 mois. Mais René Brizard annonce déjà avoir obtenu un carnet de commandes représentant 1 an d'activité. D'autres discussions sont en cours, notamment avec la société Elf pour la construction d'une nouvelle plateforme. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales, le commentaire est de Pascal Justice. Cette nuit à Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue lilloise, un agriculteur a tué un adolescent de 12 ans qui avait pénétré dans sa ferme. L'homme de 55 ans a expliqué aux gendarmes qu'on lui avait volé à plusieurs reprises des poules et des lapins et que cette nuit-là, les rôdeurs étaient déjà venus 2 fois. La 3e, il a tiré avec son fusil de chasse. Les rôdeurs étaient des enfants. L'un d'eux a été mortellement touché dans le dos.
Vive émotion aujourd'hui à Waller-Arimbert dans le nord de la France où ont été enterrées 4 des 5 personnes assassinées le 5 août dernier dans une banale histoire de voiture gagée. Quelques 500 personnes sont venues rendre un dernier hommage aux époux Roucou, à leur fille Élodie et son cousin Jonathan. La 5e victime, David, a été enterré dans un village voisin. Tous les 5 avaient été abattus froidement d'une balle dans la tête. À Brest, les 68 magasins de confection du groupe de distribution Rallye ont été vendus à la société Eurodif qui possède déjà 60 magasins de prêt-à-porter Burton et des tissus d'ameublement. Le groupe Rallye était lourdement endetté, environ 3,8 milliards, mais le montant de la transaction n'a pas été révélé. Un jeune militaire qui s'était endormi dans les bois près de la Cano en Gironde a été mordu plusieurs dizaines de fois par des bergers allemands. En fait, il s'était endormi dans un domaine privé appartenant à une discothèque qui la nuit lâche ses chiens de garde. Le jeune homme a un bras et une jambe très touchés. Un accident spectaculaire vient d'avoir lieu il y a 1 heure à 15 km de Rennes sur la route de Saint-Malo. 2 véhicules se sont heurtés de face, bilan 2 morts et 4 blessés. Alors prudence pour ce week-end du 15 août. Demain la journée sera orange en province et Bison Futé vous déconseille de rouler le matin. Le cyclisme français est décidément dans l'impasse. Ce soir, Gianni Longo menace toujours de changer de nationalité. La Fédération française fait toujours la sourde oreille et le sport semble toujours très éloigné de ces querelles. Le point avec Didier Chaumont. Gianni Longo persiste et signe dans sa partie de bras de fer avec la Fédération française de cyclisme. Forte du soutien du public français, elle refuse tout compromis. Les discussions très vives entre Daniel Morello, l'entraîneur national, et Gianni Longo ne serviront à rien. La triple championne du monde menace même de s'installer à l'étranger. Si la situation de blocage persiste et si je ne peux participer à aucune épreuve, la solution finale que je souhaite adopter, c'est d'obtenir l'autorisation de la Fédération française ainsi que du Comité national olympique et sportif français pour obtenir une nationalité de notre pays et pour participer aux Jeux olympiques pour un autre pays. Pourquoi tant d'obstination de la Grenobloise? Objet du litige, les fameuses pédales Look Mavic imposées par la fédération. Or, Gianni Longo estime que l'éventail des sponsors, fournisseurs de matériel, n'est pas suffisamment important comme dans d'autres fédérations. Fermeté des responsables du cyclisme français, les sponsors de l'équipe de France font vivre 200 000 licenciés face à Gianni Longo qui fait cavalier seul. Pas question de céder aux caprices de Diva. Plutôt que d'accepter ces contraintes, elle dit je préfère aller à l'étranger. J'avoue que je suis un peu déçu. J'avais beaucoup d'estime pour Gianni Longo, ça me déçoit. Je ne pense pas que ce soit le fond de sa pensée. Le compromis sera-t-il possible pour une participation de Gianni Longo aux Jeux Olympiques de Barcelone? Quoi qu'il en soit, elle restera la star qui aura donné une notoriété au cyclisme féminin. En voile, c'est historique. La France vient tout juste de remporter pour la première fois la Mums Admirals Cup. C'est l'une des épreuves les plus prestigieuses après la Coupe de l'Amérique. Applaudissements pour les Français qui ont remporté la 6e et dernière course il y a quelques minutes. C'était à Cowes en Grande-Bretagne et c'est donc une première pour l'équipe française. Il y a des carrés qui vous font tourner la tête, des touristes du monde entier aux Marie-Chantal très parisienne. Le carré Hermès est de celui-là, symbole du luxe français. Il lève aujourd'hui le voile sur tous ses secrets. Une exposition vous permet d'assister en direct à la naissance d'un carré. Nicole Bappel et Arnaud Mansir n'ont pas su résister. Mensuration idéale, 90 de tous les côtés. Poids plume, 75 grammes. À 54 ans, il a changé plus de 800 fois de look et n'a pas vieilli d'un fil. Vous le portez comme vous voulez, on ne vous en voudra jamais. De pied en cap ou bras cassés, cela va de soi. Dessinateur, soyeux, imprimeur, il faut 2 ans pour créer un nouveau modèle de ce caprice féminin 100% soie. La seule gravure du motif sur cadre exige 300 à 600 heures de travail. Le principe d'impression est celui de la sérigraphie. Résultat, des couleurs d'une luminosité magique. On a une gamme qui est pratiquement infinie. Nous travaillons sur une gamme de 52 000 coloris et qui est en évolution permanente avec les nouvelles collections, puisqu'il y a toujours de nouveaux coloris qui sont un petit peu adaptés, qui sont un petit peu... Alors, est-ce qu'il existe un secret de fabrication? Il y a un tour de main, oui. Disons que chaque imprimeur a son tour de main, ses petits secrets, qu'il apprend simplement à ses successeurs, qu'il n'aime pas dévoiler.
Un coin du voile est pourtant désormais levé. Le premier carré, le voici 1937. Japonisant en 91, l'indémodable reste bride de gala, qui d'ailleurs lâche la bride au profit de la fantaisie. Et ça galope, un carré vendu toutes les 38 secondes pendant les fêtes. Pour terminer, les pronostics de Monsieur Courtine pour le tiercé quarté quinté de demain à Deauville, dans le grand handicap de Deauville, 17 partants. Il vous signale un non partant le 2 et il vous conseille de jouer le 10, le 7, le 18, le 4, l'As, le 8, le 11 et le 15. Vous le voyez, le 7 est son joker. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré avec du soleil sur toute la France. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 22h10, soir 3, présenté par Richard Tripot. À demain 19h, bonsoir.